moi. Voilà, c'est bon, l'enregistrement est lancé. Donc c'est quand vous voulez. Très bien, merci. On va commencer. Et bien c'est parti alors. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette soutenance. Nous allons vous présenter le projet de fin d'année de TSI qui s'intitule donc Extracteur de données vectorielles à partir de web services. Donc ce projet a été réalisé par Gaspard Cotias-Fort, Arthur Genet, Wanguet Nguyen, Victor Oxombre et moi-même, Florentin Brisbard. Donc nous avons travaillé durant les 7 dernières semaines sur ce projet et donc il a été réalisé en collaboration, ou plutôt les commanditaires sont l'entreprise Isogeo qui est représentée donc aujourd'hui par Julie Grosbois, Simon Sampère et Mathieu Becker ici présents. Donc on va passer au sommaire. Alors, il faut que je... on va commencer par une phase de mise en contexte dans laquelle on va expliquer comment le projet s'est mis en place et le contexte global. Ensuite, nous verrons une partie sur l'analyse du besoin, donc notamment les recommandations et les contraintes des commanditaires. Ensuite, nous verrons une partie sur l'analyse technique du produit. Donc on verra un peu plus en détail l'architecture notamment et comment nous avons mis en place les différents outils. Ensuite, on aura une présentation en live du produit. Puis nous passerons sur une partie sur la gestion de projet et nous finirons par une petite conclusion. Donc pour le contexte, donc les commanditaires, comme je l'ai dit, c'est l'entreprise Isogeo. C'est une entreprise éditrice de logiciels dont les clients sont des entreprises dans le domaine de la géomatique. Et donc Isogeo propose des services comme des services de catalogage ou des services, des API en ligne, etc. À destination du coup d'entreprises pour optimiser leur utilisation des données géographiques. Et donc ils ont notamment un outil qui est une plateforme web et notre projet s'inscrit dans l'enrichissement de cette plateforme web avec un outil donc, que nous avons appelé FS Extractor pour Feature Service Extractor, qui est un outil web d'extraction d'entités géographiques issues de services web. Donc c'est un outil qui va nous permettre d'extraire des données géographiques vectorielles avec plusieurs formats, donc multi-formats, multi-projections, et en permettant d'avoir toutes sortes de services vectoriels, donc à la fois les WFS qu'on connaît très bien, et aussi les web services d'Esri qui proposent des plateformes pour partager des données vectorielles. Aussi, dans les livrables qu'attendait l'entreprise Isogeo, on avait un état de l'art des librairies de géotraitement. Parce qu'en effet, on n'a pas réinventé la roue, donc les traitements géographiques qui seront réalisés ont été réalisés avec des librairies de géotraitement dans différents langages, mais tout ça vous sera précisé un peu plus tard dans la présentation. Donc on va passer à l'analyse du besoin. Au niveau des fonctionnalités qui nous étaient demandées, donc on est sur déjà une application web. Pour les formats d'extraction, on en avait 5, le CSV, le shapefile, donc SHP, GeoJSON, GML ainsi que KML. On a la possibilité de rentrer des critères spatiaux, donc il y en a 4. Il y a une bounding box, donc en rentrant des coordonnées géographiques, en réalisant des dessins sur l'interface cartographique, en important des fichiers locaux, ou en effectuant des requêtes attributaires sur les couches des services que l'on a rentrés. Et donc le résultat de ces critères attributaires pourront être utilisés en tant que critères spatiaux dans le but de réaliser des filtrages spatiaux, c'est-à-dire qu'on va prendre des données que dans une zone par exemple. On a donc la possibilité de réaliser des extractions de 2 manières différentes, soit en direct, soit en différé, via l'envoi d'un mail en fait. Donc on va avoir le choix de pouvoir rentrer son mail et de récupérer ces extractions par mail, une fois que les traitements seront terminés. Au niveau des traitements spatiaux, comme je vous en ai parlé, il y en a 3 possibles. On a l'intersection, donc une couche intersecte une autre, donc une couche contient une autre, ou alors une couche est contenue dans une autre. Donc c'était les 3 traitements spatiaux qui nous étaient demandés. On aurait pu en faire plus si on avait plus de temps, par exemple. Et enfin, on devait avoir une interface cartographique pour la visualisation des données. À la fois la visualisation des couches qui étaient issues des services web et aussi des critères spatiaux que nous rentrions dans l'application. Aussi, on a donc une API qui va faire le lien en fait, entre notre interface cartographique et notre serveur et ce qui va réaliser les traitements géographiques. Et donc, on a utilisé pour ça une API. Et le but était d'avoir une API indépendante, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser sans avoir forcément besoin de notre interface graphique, en fait.
Et donc, on vous présentera aussi la manière dont on doit utiliser et on pourra utiliser cette API indépendamment de notre interface. Je laisse ma place. Donc, on voulait revenir sur un point un peu plus précis donc, à propos des critères spatiaux. Donc, si on part d'un cas concret, si on prend la couche verte qui est la couche à extraire, la couche rouge qui est la couche de filtrage, si on veut faire vert intersecte rouge, on n'obtient non pas le point d'intersection entre les deux couches, mais les éléments de la couche verte qui intersectent au moins un élément de la couche rouge. Et donc ici, on récupère l'entité ligne d'origine. Donc voilà, une fois qu'on a bien cela en tête, on peut passer à l'analyse technique. Donc, concernant l'analyse technique, on a bien vu dès le début de notre projet qu'on allait avoir deux entités qui allaient avoir besoin de communiquer, donc le front-end, la partie interface graphique, et le back-end où il y aurait toute la partie de traitement de données. Du coup, pour faire communiquer ces deux entités, on a décidé de mettre en place une API et des protocoles de communication. Donc, par exemple, si le front-end souhaitait projeter des données, il allait envoyer une requête HTTP POST à l'API sur une route précise avec un core du coup. L'API allait transmettre le core de cette requête au back-end. Le back-end allait effectuer ses traitements, renvoyer le résultat sous forme d'un JSON à l'API pour que l'API puisse enfin envoyer la réponse au front-end pour qu'il puisse afficher les données projetées par exemple. Donc maintenant, je vais parler un peu plus précisément du front-end et des différentes technologies qu'on a utilisées en son sein. Donc, le framework qu'on a décidé d'utiliser était Vue.js. C'est un framework qui est assez récent, mais il est de plus en plus utilisé dans le monde professionnel. En plus de ça, on était tous familiers avec ce framework, donc il s'est imposé très rapidement par lui-même. Pour ce qui est du stockage, on a décidé d'utiliser Vuex. Donc, Vuex, c'est un gestionnaire d'état. C'est-à-dire que dès qu'il y a des modifications qui sont faites sur l'interface graphique, des variables d'état vont être modifiées au sein de Vuex et on va avoir un rendu immédiat des différents composants dont les variables ont été modifiées. On a aussi choisi de sauvegarder le panier de l'utilisateur. Par exemple, s'il y a un problème de réseau, on conserve les différentes manipulations qu'il a ajoutées au panier avant la panne. Pour ce qui est de l'affichage de données, il nous a été demandé d'utiliser OpenLayers. Néanmoins, nous avons utilisé VueLayers. Donc, c'est une librairie implémentant les principales méthodes d'OpenLayers et qui est beaucoup plus pratique à prendre en main avec notre framework Vue. Et donc, grâce à cette librairie, on a pu afficher les différentes couches issues de services ou des critères spatiaux, comme l'expliquait Florentin. Pour ce qui est de la mise en page, on a décidé d'utiliser le framework CSS Bootstrap Vue qui permet de designer des applications et de rendre beaucoup plus simple toute la partie mise en place de notre application. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Wang Viet pour ce qui est de la partie API et back-end. Donc, comme nous avions à faire des géotraitements et des conversions de données, nous n'allons pas tout réécrire ce qui existe déjà. Donc, nous avons fait un état de l'art des différentes librairies qui existent. Et donc, au final, nous avons choisi GEDAL. Donc, ce choix est expliqué dans l'état de l'art. Donc, je vous conseille d'aller le lire si vous êtes intéressé. Et tout particulièrement avec GEDAL, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une librairie Python qui met à disposition les différentes fonctions programmées sous C et C++ en Python. Donc, de ce fait, comme GEDAL était disponible sous Python, nous avons continué dans cette direction avec les librairies Python qui existent. Par exemple, Request, qui nous sert pour faire des requêtes HTTP au service Esri via une API REST ou grâce à Celery, qui permet de faire des tâches en différé, ce qui est important parce que certains géotraitements peuvent prendre longtemps et donc ne pas bloquer la chaîne requête-réponse dans notre API. Prochaine slide, merci. Et donc, pour lier ce front-end et ce back-end, nous avons utilisé comme framework de développement web Django, qui met à disposition un serveur web et plusieurs middleware qui permettent de faciliter le développement de notre application. Par exemple, nous n'avons pas à nous soucier de certaines limites imposées à l'utilisateur ou à des problèmes de corse. De plus, le langage utilisé par Python, par Django et Python, ce qui fait qu'on harmonise le back-end et l'API ensemble. Donc, pour utiliser une application, il faut nécessairement la déployer quelque part.
Et donc, grâce à l'entreprise Isogeo, nous avons eu l'opportunité d'utiliser Azure DevOps pour déployer notre application. Et donc, nous avons mis en place une intégration continue et un déploiement continu. Donc, des tests unitaires dans le front, mais aussi dans le back, qui permettent de valider nos changements. Donc, en l'occurrence, pour déployer notre application, nous avons utilisé les logiciels comme Nginx, qui sert en tant que reverse proxy, et donc qui prend les requêtes de l'extérieur, par exemple sur le port 80, et qui les redirige vers l'intérieur, soit vers l'API, soit vers le front. Donc, de plus, ça sert à balancer la charge en tant que load balancer, et donc peut gérer différentes instances de Gunicorn à la fois. Gunicorn qui permet de déployer Django. Donc, de plus, nous avons utilisé Redis avec Celery, qui est un message broker, ou en français, qui serait agent de message. Ceci permet de suivre et loguer les requêtes faites à l'API en différé. Et donc, en cas de failure, on peut savoir quelles requêtes ont raté et donc les refaire afin que l'utilisateur reçoit forcément un message soit d'erreur, soit de réussite au final. Donc, ce déploiement a été fait dans une machine virtuelle sous Ubuntu, une machine virtuelle d'Azure. Et donc, comme on utilise Ubuntu, on a utilisé comme orchestrateur systemd pour redémarrer les services en cas de crash du serveur. Donc, maintenant, on va passer à une démonstration de notre produit. Donc, je vais vous faire la démonstration de notre produit. Donc, je vais vous la faire sur la VM Azure qui nous a été fournie par Isogeo. Alors, il faut savoir que la puissance de cette VM est assez limitée. Et donc, pour l'affichage ainsi que le traitement des couches de couches de services qui sont assez lourdes, c'est pas possible. Mais pour autant, ça marche très bien quand on teste en local. Donc, pour cette démonstration, je vais me concentrer uniquement sur des couches pas très lourdes. Donc, en effet, j'ai à ma disposition plusieurs services WFS. Pour charger un service, il suffit que j'appuie sur ajouter un service. Ensuite, il va s'ajouter. On va demander à l'API de faire un traitement et de nous retourner les noms des couches. Donc, j'ai les noms des couches qui s'affichent et je peux les afficher sur notre interface graphique. Donc ici, j'ai par exemple des polygones qui représentent tous les pays du monde. Je peux zoomer sur cette couche. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple de visualisation d'un service géographique. Ensuite, j'ai en ma possession un deuxième service. Ce service, il est fourni par GeoBretagne. Et dans ce service-là, j'ai plusieurs couches. Et moi, je vais m'intéresser principalement à la couche CAL accès mer qui représente les accès à la mer de l'agglomération de l'Orient. Je décide de cacher la couche des pays du monde, comme ceci, et de zoomer sur l'Orient, sur la couche de l'Orient. Donc là, je peux zoomer sur l'Orient et voir que mes entités se sont très bien affichées. Là, dans un premier temps, je vais décider de faire une extraction simple. C'est-à-dire que les entités de mon service qui sont stockées sur mon service web, je les veux en local sur mon ordinateur en fichier shapefile. Donc je vais décider, dans le bloc extraction ici, de sélectionner la couche GeoBretagne CAL accès mer. Je décide de laisser le PSG dans son format natif 2154 et dans le format du fichier, je vais décider de prendre un shapefile. Comme certains de mes camarades en ont parlé, il faut ajouter ce fichier à un panier. Donc je choisis le nom pour ce fichier et je vais l'ajouter dans mon panier. Ensuite, je peux visualiser toutes les extractions qui sont stockées dans mon panier. Je peux aussi, par exemple, modifier le nom, la projection ou le format de mon fichier. Et ensuite, j'ai le choix entre une extraction instantanée ou une extraction différée par mail. Ici, je vais faire le choix d'une extraction instantanée. Donc, mon extraction va être faite par l'API et elle me renvoie le lien du fichier. Donc, ce fichier est une archive qui s'est téléchargée. Ici, elle s'est téléchargée donc, dans mes téléchargements. Et je peux vérifier que dans Output, on a bien
on a bien la couche que j'ai sélectionnée et on a bien le fichier SHP. Dans un second temps, je vais vous montrer qu'il est possible aussi d'extraire selon un critère. Donc par exemple, j'ai dans un premier temps envie d'extraire selon des coordonnées, selon une B-box que j'ai rentrée au préalable. Ici, j'ai rentré au préalable des coordonnées. Cela correspond à une B-box ici sur cette partie-là. Et j'ai envie, imaginons, de récupérer uniquement les entités qui se trouvent dans cette B-box-là. Donc par exemple, je peux faire une extraction avec un géotraitement entre ma couche Lorient Agglo, Calax et Mer et mes coordonnées, donc la couche se nomme coordonnées, et un opérateur, par exemple ici, je vais prendre l'opérateur intersect. Donc j'aurai toutes les entités qui intersectent la B-box. Dans un souci de présentation, grâce au drag and drop, je peux mettre en avant mes couches par rapport à ma couche de B-box. Ensuite, je choisis le PSG 2154 et comme format, je peux prendre par exemple le format GeoJSON. Et je vais ajouter au panier cette extraction. Donc je vais l'appeler B-box. Voilà, donc là j'ai un panier. Je ne suis pas obligé de les extraire maintenant, je vais continuer à vouloir extraire des entités. Imaginons dans un second temps que j'ai envie de filtrer selon un attribut, que j'ai envie d'avoir uniquement les entités qui se trouvent sur la commune de Lorient. Donc je vais effectuer un filtrage attributaire. Ce filtrage attributaire, je vais l'effectuer sur la couche Lorient, Calax et Mer, et je vais choisir l'attribut INSEE. Je connais le code postal de Lorient qui est 56 121, et donc à l'issue de ce traitement, mon API va me retourner uniquement, comme ici en rouge sur la carte, les accès à la mer de la commune de Lorient. Donc si je cache ici, j'ai bien uniquement en rouge les accès à la mer de la ville de Lorient. Et donc je peux ensuite extraire ces entités-là, comme cela. Je choisis la couche attribut, je choisis un EPSG par exemple 4326, et je choisis le format CSV. Et je peux ajouter au panier en indiquant le nom de cette couche. Ensuite, je peux, si je veux, dessiner une entité sur la carte pour extraire des entités. Donc je peux dessiner soit un cercle, soit un polygone. Donc ici, j'ai envie d'extraire les entités qui se situent sur l'île de Groix. Donc je vais dessiner un polygone qui se situe sur le polygone autour de l'île de Groix. Dans un souci de visibilité, je vais remonter les entités pour qu'on les voit bien au-dessus des polygones. Et je vais dire, grâce à un géotraitement, que je veux extraire les entités de Calax et Mer qui se trouvent à l'intérieur du dessin. Donc mon opérateur sera et contenu dans. Je choisis un EPSG 2154 et je choisis par exemple le format GML. Et je vais l'ajouter à mon panier. Voilà. Donc là, j'ai 3 extractions dans mon panier et l'application me dit, attention, vous avez beaucoup d'extractions, il serait judicieux de faire l'extraction par mail parce que pour certains géotraitements, ça peut être fait par mail. Donc là, je vais faire par mail et je vais l'envoyer par exemple à tsi20@eng.eu. Donc là, normalement, tout le monde va recevoir par mail les extractions que je viens d'effectuer. Donc là, on va sur ma boîte mail et j'ai bien reçu mes fichiers. Donc mes fichiers sont disponibles ici, je peux les extraire. Et je vois bien que j'ai tous mes fichiers que je viens d'extraire. Et pour tester, je peux tester en utilisant l'import de fichiers dans notre application. On voit bien que bbox.geojson, ce sont bien les fichiers que j'ai extraits dans ma bbox, c'est-à-dire ceux-là. Voilà. Et je vais vous laisser avec Victor qui va vous présenter comment utiliser notre API sans ce front-end. Voilà. Donc, comme l'a dit Gaspard, et Florentin avant aussi, le but de l'API était aussi de pouvoir être utilisé indépendamment du front, et du coup, c'est pour ça qu'on a mis des protocoles de langage en place. Et on a également fait une documentation API qui est déployée sur Swagger Hub. Donc ici, on peut voir l'adresse URL de l'API qu'on peut interroger, les différentes routes qui sont accessibles. Donc nous, on va se concentrer principalement sur la route extraction. Donc à chaque fois, on aura une petite description, le type de données qu'on peut envoyer à notre API, et on a également le retour qu'on est censé obtenir. Donc ça, c'est fait pour chaque route.
Donc, si on prend par exemple un client post, ici, on a choisi l'Advanced REST Client. Donc là, on repère bien l'URL qui a été marquée précédemment avec la route extraction. Je précise un corps à cette extraction. Donc du coup, on ne met pas de mail, donc on va avoir une extraction directe. Ici, on va avoir la liste des extractions qu'on peut effectuer. Donc là, on a le nom du fichier, output. Ça va être une simple extraction de la couche de service issue de l'URL carto-iso-geo, et ça va être les arbres remarquables. On précise la projection et le format qui va être du CSV. Donc si j'envoie cette requête à l'API, on récupère un lien qui est un lien téléchargeable, comme Gaspard vous l'a montré précédemment, par mail ou en extraction directe. Et on récupère également des codes de succès ou d'échec si les extractions se sont mal passées. Et donc, du coup, ça montre que notre API peut être utilisée assez simplement sans passer par notre partie front-end. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Arthur pour la gestion de projet. Je remets en présentation. Voilà, donc maintenant on va terminer avec une partie sur la gestion de projet. Donc nous avons décidé d'utiliser la méthode Scrum, qui est une des méthodes agiles et que nous avons adaptée à notre projet. Donc dans notre équipe, nous étions 5 personnes. Dans une équipe Scrum, on retrouve différents rôles, comme le Scrum Master, qui s'occupe de mettre en place la méthode Scrum et de faire en sorte que chacun la respecte bien dans l'équipe. Le Product Owner, lui, son rôle, c'est de faire en sorte que les besoins du client soient bien compris par l'équipe. Et c'est aussi lui qui rédige les tâches à effectuer par l'équipe, qu'on appelle des user stories. Et enfin, on retrouve des développeurs. Donc nous, on a tous eu cette casquette de développeur pendant le projet. Donc, dans un projet Scrum, on va travailler par itération. Une itération, c'est un sprint. Et on a décidé de réaliser 6 sprints de 1 semaine. Donc, dans un sprint, on va retrouver différentes réunions. Tout d'abord, le daily meeting, donc tous les matins entre 5 et 15 minutes. Ça va permettre à chacun de s'exprimer et de pouvoir faire un retour sur ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui et faire remonter des problèmes si besoin. Donc, on a trouvé que cette réunion, c'était très important pour la cohésion d'équipe et la communication et que ça valait le coup de le faire tous les matins. Donc, ensuite, la sprint review qu'on faisait en fin de sprint, donc pour nous le vendredi. Ça nous permettait de montrer à nos commanditaires ce qui avait pu être fait durant ce sprint. Et pour eux, ça leur permettait de faire un retour. Et ensuite, on pouvait adapter notre roadmap et les objectifs des prochains sprints si besoin. Ensuite, dans la foulée de la sprint review, on a décidé de faire le sprint planning afin d'avoir bien en tête les remarques de nos commanditaires. Donc, c'est à ce moment-là qu'on choisit quelle user story on va effectuer durant le prochain sprint. Et enfin, on avait une réunion, le planning poker. Donc cette réunion, ça permettait à chaque membre de l'équipe de noter les user stories, entre 1 pour les user stories faciles et rapides, et 21 pour les plus difficiles et les plus longues. Et donc on a décidé de faire ça le week-end pour prendre plus notre temps et pouvoir avoir un peu de recul sur le sprint planning, et ensuite pouvoir adapter certaines user stories si par exemple certaines étaient trop grosses le lundi matin. Donc, pour conclure, ce projet FS Extractor, c'était notre dernier projet après ces 3 années passées à l'ENSG. Donc, nous, on est très contents d'avoir du résultat qu'on a obtenu durant ces 7 semaines. On a pu en apprendre beaucoup d'un point de vue technique. Donc, comme on l'a vu, on s'est amélioré, on a découvert des nouvelles technologies, on s'est amélioré sur certaines technologies qu'on connaissait déjà. Donc, comme par exemple Vue.js, OpenLayers, Django ou encore GDAL. Et on a aussi beaucoup appris sur la gestion de projet. Donc, on a pu se poser des questions sur comment réussir à communiquer au sein de l'équipe sans faire trop de réunions tout le temps, ou comment réussir à bien intégrer nos commanditaires au projet. Donc voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir des connaissances à la fois techniques et des connaissances en gestion de projet. Donc, pour conclure cette présentation, nous aimerions remercier nos commanditaires à ISOGEO. Donc, Julie Gromer, désolé d'avoir écorché votre nom en introduction. Et moi, je m'excuse, on m'a fait la remarque et j'ai complètement... je suis désolé. Et Simon Sampère, donc, qui nous ont vraiment très bien accompagnés durant toute la durée du projet.
Et pour terminer, nous aimerions tous vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Bah, vous êtes parfaitement dans les temps. Merci les Bien. gars. Je vais couper l'enregistrement.